Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et bienvenue au mardi de Stu. Un mardi de Stu bien emballant. Nous avons laissé Stu sortir de Toronto la semaine dernière. Nous l'avons envoyé en avion à une grande conférence à New York. Et cela nous a permis de préparer une émission que les gens vont adorer, surtout à l'approche de l'automne, alors que le temps se refroidit. Vous savez ce que ma mère avait l'habitude de faire quand je rentrais de l'école, juste après un entraînement de football, c'était la bonne époque pour ça, eh bien, elle me préparait un bon ragoût avec des boulettes. Vous prenez le biscuit, vous le mélangez, vous le déposez sur le dessus et ça fait des bulles. Un bon ragoût avec boulettes. Alors, donc, nous avons un bon stew ou un ragoût d'investissement. Votre conférence de la semaine dernière vous a apporté de nouvelles infos brûlantes. Oui, c'était une bonne conférence. New York est toujours aussi extraordinaire. Frank Sinatra avait raison de dire que si on connaît le succès à New York, on peut le connaître n'importe où. Wow, vous y avez connu le succès? On peut dire ça, mais je suis de retour, donc ça va. Alors, Stu, sur quoi portait cette conférence et était-ce une conférence d'importance? Ce n'était pas énorme. Une vingtaine de Canadiens sont allés passer une journée et demie chez l'un de nos grands courtiers. On nous a présenté des économistes, des stratèges, différents points de vue sectoriels, ce genre de choses. C'était génial, très, très, très instructif, je dirais. Alors, vous avez quelques idées à partager, c'est ça? Nous avons parlé des différentes catégories d'actions. Nous allons continuer sur ce thème alors que nous traversons cette période si importante. Ce matin, je me trouvais en compagnie d'un important groupe de professionnels de l'immobilier pour parler de l'évolution de l'économie. Où s'en vont les taux d'intérêt? Atterrissage en douceur versus récession? La Réserve fédérale a commencé à baisser ses taux le mois dernier et nous avons eu un premier rapport sur l'emploi. Comme nous en avons parlé sur ce plateau avec Eric et d'autres, une fois que la Fed commence à réduire les taux, nous nous tournons vers le marché de l'emploi et nous voulons voir des signes de renforcement de ce marché par rapport à son niveau le plus bas. Nous avons reçu un premier rapport sur l'emploi, il est plutôt bon, nous en aurons un autre ce vendredi. Alors écoutez Eric et son point de vue sur la question. Le rapport sur l'emploi aux États-Unis sera publié vendredi, mais comme l'a dit Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, le marché de l'emploi reste bon. Nous ne constatons pas d'accélération du marché de l'emploi. Vous revenez de New York, moi je me suis rendu aux États-Unis à plusieurs reprises au cours du mois dernier. Il semble que les choses soient en plein essor. Sommes-nous arrivés au point où nous envisageons l'atterrissage en douceur plutôt que la récession? Nous regardons les rendements obligataires à long terme qui sont en train de rebondir. Ils ont augmenté d'environ 70 points de base par rapport à leur niveau le plus bas pour les obligations à 10 ans. Sommes-nous arrivés à un point où nous sommes moins inquiets d'une récession et plus inquiets d'une réaccélération avec une certaine inflation où nous n'aurons jamais les taux d'intérêt beaucoup plus bas que les marchés anticipent? Comment expliquez-vous cela, Stu? Oui, c'est un excellent point, mais il y a une différence entre les deux pays. Aux États-Unis, les trois grands thèmes que sont la décarbonisation, la numérisation et la démondialisation sont au premier plan, car les entreprises sont des multinationales. Et ces trois thèmes ne sont pas de grands amis de l'inflation, je dirais. Ces thèmes nécessitent des capitaux, ils nécessitent des investissements. Ils mettent à rude épreuve des ressources qui autrement auraient été un peu plus dormantes à une autre époque. On en sort donc avec l'idée que oui, l'inflation a baissé, qu'il y a de nombreuses raisons pour qu'elle reste bénigne, mais cette image continue de persister. Nous tentons de descendre vers le 2% plutôt que d'essayer de remonter à 2%. À travers toutes les discussions, je pense qu'il y a une confiance dans le fait que la Fed va continuer à baisser les taux d'intérêt et qu'il y a toujours une certaine faiblesse sur le marché du chômage. Mais certains se montrent impatients. Dans le fait de choisir le risque entre une réaccélération et un nouveau ralentissement, certains ont choisi la réaccélération. Et ça, c'est différent de ce qui se passe au Canada. Aux États-Unis,
L'idée d'une baisse des taux d'intérêt jusqu'à mi-3% est toujours présente, ce qui est encore plus bas, mais ce qui a été pris en compte dans une certaine mesure sur le marché obligataire. Par contre, au Canada, les données sur le chômage sont toujours préoccupantes. Le nombre de chômeurs actuels augmente et la durée du chômage n'est pas bonne non plus. L'économie canadienne est certes un peu plus malmenée que l'économie américaine, et c'est la raison pour laquelle nous avons vu une réduction de 50 points de base. Le dollar canadien s'est un peu affaibli car les gens essaient de déterminer la durée et la différence de l'expérience économique canadienne par rapport à celle des États-Unis. Et tout cela sans parler des élections. Il y a eu des milliers d'heures de discussion sur ce qui est en place, ce qui ne l'est pas, ce qui va se passer. Il est évidemment difficile de faire un pronostic. Mais je pense qu'il y avait une force sous-jacente dans de nombreuses discussions aux États-Unis, que ce soit ou non le statu quo, une administration démocrate ou républicaine, ou bien un gouvernement divisé. Beaucoup de choses sont en mouvement en ce moment. Nous avons parlé des marchés des capitaux, du nombre d'introductions en bourse prévues pour l'année prochaine, les activités de fusion et d'acquisition, exprimées en pourcentage de l'économie, sont bien en deçà. Il y a donc peut-être une marge pour que cela s'améliore. Il n'y a rien de vraiment optimiste dans de nombreuses discussions sur les États-Unis par rapport au Canada. Je pense que la baisse des taux d'intérêt a un effet bénéfique sur les prêts hypothécaires et les dépenses courantes, mais il s'agit d'un soutien plutôt que d'un stimulus. C'est peut-être une bonne façon de présenter la différence entre les deux. Oui, c'est vrai. Et puis, il y aurait le changement de politique en matière d'immigration, comme nous l'avons dit avec Éric. Si l'on retire le coup de pouce que l'immigration donne à l'économie, la performance du Canada en matière de croissance a été épouvantable par rapport aux États-Unis, du moins. Et si vous changez de politique et que vous réduisez votre objectif d'immigration, cela a également un impact. Vous avez mentionné les taux hypothécaires, j'en parlais avec ces agents immobiliers ce matin. Eux sont préoccupés par l'accessibilité. Et pour que l'accessibilité s'améliore, vous n'avez pas seulement besoin de taux plus bas, vous avez besoin de la croissance et d'une croissance des revenus afin que les gens puissent se permettre encore davantage. Et puis, il y a ce vent contraire, si nous parlons de l'immobilier, de tous ces prêts hypothécaires à faible taux d'intérêt qui ont commencé à arriver à échéance et qui atteignent leur fin de route en 2025 et 2026. Depuis des taux d'intérêt de 1,5 à 2%, ils arrivent à échéance et s'ils sont chanceux à 2,5 ou 3%. Mais si l'on accélère à nouveau, ce n'est peut-être pas le cas et cela devient un autre frein pour le Canada. Je pense que tout cela est valable. Il y a des ingrédients pour une reprise au Canada. Il serait bon de stimuler l'investissement et la productivité a été un défi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Mais à très court terme, les gens ont un peu plus de mal à le voir qu'aux États-Unis. Qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la croissance des centres de données, nous avons besoin de plus de services publics. Nous devons nous concentrer sur ceci ou sur cela. Nous allons changer notre approvisionnement en énergie. Nous allons relancer le nucléaire. Il y a une longue liste de choses pour lesquelles vous vous dites « Wow, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. » Et c'est une grande différence. C'est une chose qui m'a frappé à propos de l'IA, la discussion d'un point de vue technologique sur la productivité et les améliorations apportées par l'Internet. Au cours de la dernière décennie, la plupart des technologies ont été axées sur le consommateur. Votre appareil portable, votre divertissement et tout le reste. La prochaine étape de l'amélioration technologique sera probablement un autre outil de productivité. Bien sûr, nos téléphones nous ont rendus plus productifs, mais ils ne sont pas nécessairement traduits par des bénéfices. Par opposition à la prochaine étape de l'IA,
Il y a eu une discussion thématique sur le passage des facilitateurs de l'IA aux adeptes de l'IA. On a beaucoup parlé des centres d'appel et de ce genre de choses où il est possible d'améliorer la productivité grâce à l'intelligence artificielle. Prenez l'exemple des documents. Si vous devez vérifier qu'un document dit la même chose que l'autre, l'IA peut s'en charger. Productivité, recherche, toutes sortes de choses. Les entreprises qui ont été les leaders ont été les hyperscalers et les personnes qui ont permis cela, qui l'ont rendu possible, mais le mouvement pourrait maintenant s'orienter vers ceux qui vont récolter certains des avantages en termes de productivité. Et l'analogie est revenue à l'Internet. Les grandes entreprises n'ont pas été les premières bénéficiaires, mais une fois qu'elles ont mis en place leur fonction de vente, qu'elles ont tout orienté autour d'Internet, cela a vraiment donné un coup de fouet à la productivité. Voilà un des thèmes que vous avez abordés. Y en a-t-il d'autres dont vous avez parlé à New York la semaine dernière? Le passage subtil, je dirais, du statut de facilitateur à celui d'adepte de l'IA. Nous en avons déjà parlé en partie, mais les marchés financiers ont fait l'objet de nombreuses discussions. La Fed a procédé à un resserrement quantitatif qui a peut-être freiné la croissance des dépôts au sein du système bancaire qui pourrait arriver à maturité l'année prochaine, ce qui permettrait une croissance des dépôts, ce qui est un point positif pour le système bancaire. Et comme nous venons de le dire, l'accent est mis sur l'activité des marchés de capitaux intégrés, qui est un peu refoulée sur les marchés également. Les valeurs financières ont été assez fortes, ce qui n'est pas nouveau, mais je vous le mentionne pour mieux comprendre les nouvelles tendances actuelles. Lorsque l'activité commence à se développer sur les marchés, est-elle positive pour eux ou n'a-t-elle pas beaucoup d'impact? Lorsque les fusions et acquisitions et les introductions en bourse commencent à se multiplier, est-ce le signe d'un marché plus sain ou d'un marché survalorisé? Les fusions et acquisitions dépendent du stade du cycle. Mais normalement, dans un marché sain et dynamique, si les fusions et acquisitions sont stratégiques et qu'une entreprise en acquiert une autre, cela libère des capitaux qui peuvent être réinvestis ailleurs sur le marché. C'est donc généralement une tendance haussière. Et dans les premières phases d'un marché d'introduction en bourse, les meilleurs produits disponibles sont introduits en bourse, généralement à des valorisations très raisonnables. Nous avons discuté des gains réalisés par certaines de ces introductions en bourse et ils ont été plutôt sains. Les premiers stades de ces deux types d'opérations peuvent donc être très productifs. C'est vrai pour tout. Lorsque vous en arrivez à des stades plus avancés et que la qualité des introductions en bourse peut commencer à décélérer, que les fusions et acquisitions deviennent la construction d'énormes empires où les rendements sont peut-être tombés à l'eau. Il s'agit là d'une question de fin de cycle, mais je ne pense pas que nous en soyons encore là. Aux États-Unis, nous en avons parlé à Dave Lambert lors de son passage il y a quelques mois, à propos des GLP-1 et des grandes entreprises impliquées dans ce domaine. Si l'on considère l'utilisation de ces médicaments aux États-Unis, on constate qu'ils ne concernent qu'un faible pourcentage de la population américaine, mais il est clair qu'ils aident les gens à perdre du poids. Et nous savons qu'un nombre important de la population américaine est en surpoids et aimerait perdre du poids. Ces médicaments sont utiles. Vous avez fait un petit tour d'horizon du potentiel des GLP-1, de l'état actuel des choses et de l'avenir? Cela semble être une longue piste, mais c'est aussi un bon exemple du fonctionnement du marché boursier, où l'on jette un caillou dans l'eau et on regarde les vagues qui suivent. Très vite, la discussion devient comment le régime alimentaire va-t-il évoluer? On parle de la nécessité de développer la masse musculaire, par exemple, quand elle peut dégénérer quelque peu sous l'effet des GLP, et il faut donc plus de protéines et plus d'exercice. C'est ainsi que de nouvelles industries naissent de ces grands changements. La question ne s'arrête pas à regarder Eli Lilly ou n'importe quelle autre entreprise qui fabrique ce produit et essayer d'évaluer le nombre de ventes pour en faire une bonne évaluation.
mais il y aura des changements qui se produiront en coulisses pour ce qui est des flux financiers et de la naissance de nouveaux produits. Il faut donc s'assurer de bien comprendre si les entreprises qu'on possède ont une exposition positive ou plutôt négative. Il peut s'agir de tendances pluriannuelles. Nous avons eu une session sur la démographie. Au début, on se demandait comment il est possible de parier sur la démographie pour faire de l'argent, et c'est très difficile chaque jour, mais lorsque vous regardez sur de longues périodes, cela a de grandes implications sur la façon dont les choses évoluent. Ça m'a donc été très utile. Lorsque nous parlons des GLP et de l'IA, il s'agit de deux domaines du marché boursier dans lesquels certaines actions ont profité des stades relativement précoces, mais elles atteignent des valorisations exagérées et on commence à revenir à quelque chose dont nous avons beaucoup parlé au fil des ans sur ce plateau. La différence entre une bonne société et une bonne action. Vous avez donné un autre exemple de ce que vous avez étudié. Encore une fois, nous ne mentionnons certaines entreprises ici qu'à des fins d'illustration, mais vous regardez certaines des sociétés d'intelligence artificielle. Nous avons parlé de NVIDIA, nous avons parlé de Eli Lilly, de Novo Nordisk, du côté des GLP. Ceux-là en arrivent à un point où les valorisations sont telles que les objectifs de croissance sont vraiment difficiles à atteindre. Certaines d'entre elles continuent à le faire pendant un certain temps, mais il est difficile de continuer. C'est une excellente société, c'est toujours une excellente entreprise, mais l'action n'est plus aussi bonne qu'elle l'était auparavant. Y a-t-il d'autres éléments que vous avez examinés, dont vous avez parlé? C'est un excellent point. L'entreprise dont nous parlons est Costco. Tous ceux qui y sont allés un samedi matin chez Costco peuvent affirmer que c'est une entreprise prospère. Mais disons-le, elle se rapproche de 50 fois ses bénéfices de l'année suivante. La valorisation en soi ne fait pas baisser une action, mais elle indique que l'éventail des résultats nécessaires pour en faire une action prospère, à partir d'ici, commence à se réduire. L'une des choses que j'aime faire dans Bloomberg est d'examiner les profils de marge à long terme pour voir à quel point l'entreprise est stable, puis d'examiner la valorisation à long terme. Ce qui est intéressant avec une société comme Costco, c'est qu'elle est en activité depuis 45 ans, et au cours de sa 45e année, sa valorisation est la plus élevée qu'elle n'ait jamais été avant. Donc, pour toutes les opportunités qui se sont présentées historiquement, curieusement, à 50 fois les bénéfices, le marché boursier dit que soit les bénéfices sont si solides qu'ils valent 50 fois les bénéfices, ce qui pourrait être vrai, soit qu'il y a encore beaucoup plus de croissance devant l'entreprise qu'il n'y en a eu dans le passé. Je pense que Walmart, Amazon et Costco prennent 60 cents sur chaque dollar d'augmentation des ventes au détail aux États-Unis. Il y a donc des preuves de cela, mais le marché boursier, la machine à peser du marché boursier, lorsqu'il porte la valorisation à ces niveaux, c'est une autre façon de dire que l'éventail des résultats pour cette entreprise commence à se rétrécir. Alors, je dois y réfléchir. Oui. Alors, comme je suis un peu corpulent moi-même, j'adore me rendre chez Costco pour en acheter toujours davantage. En famille, c'est assez fantastique aussi. Mais comme vous le dites, on s'attendrait généralement à ce qu'une entreprise atteigne son sommet en termes de ratio cours-bénéfice plus tôt ou dans un environnement où les taux d'intérêt sont exceptionnellement bas. Ce n'est probablement pas le cas de Costco en ce moment. C'est donc un titre intéressant. Il s'agit d'une grande épicerie et on ne pense pas qu'une grande épicerie ou un revendeur d'électronique ou un détaillant de vêtements va avoir un ratio cours-bénéfice à ce point massif. Mais c'est pourtant le cas en ce moment. Oui, c'est vrai. Si vous regardez en arrière, par exemple, au moment de l'introduction en bourse, vous auriez sans doute été heureux de jouer à 50 fois les bénéfices, parce que les bénéfices auraient largement contribué à cette valorisation. Et cela ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Dans le passé, vous avez eu toutes ces ouvertures de magasins,
un avenir prometteur. Aujourd'hui, la situation devient plus difficile. L'entreprise n'est pas arrivée à maturité. Il y a encore des opportunités, mais elle se négocie encore à 50 fois les bénéfices. Et donc, Stu, vous repartez avec des rendements un peu plus élevés. Je veux dire que nous sommes toujours dans une période d'incertitude. Et nous avons vu la volatilité augmenter. Même si nous atteignons de nouveaux sommets sur le marché, la volatilité a augmenté par rapport à il y a 6 mois, ce qui n'est pas négligeable. Il n'y a plus d'incertitude. Oui, je pense que sur le front des rendements, la probabilité d'un atterrissage en 12 heures a légèrement augmenté. Ensuite, lorsque la Banque centrale a augmenté ses taux de 50 points de base aux États-Unis, cela a provoqué une certaine angoisse dans la partie la plus longue de la courbe. Ensuite, le déficit budgétaire, il s'agit d'un mélange de ces 3 éléments sur fond d'absence de récession. Cette option disparaissant, les rendements seront un peu plus élevés, la possibilité d'une réaccélération de l'inflation. Je ne dirais pas que nous sommes trop inquiets au sujet de l'inflation, mais cette possibilité doit être prise en compte dans une certaine mesure. Certaines des projections de déficit budgétaire sont assez solides. Cette notion d'obligation à 10 ans est forte si elle passe de 4 ou disons 3,75% à 4,5% ou 4,30%, mais c'est la façon dont le marché trouve son chemin. À plus long terme, nous ne sommes pas loin des chiffres que nous considérons comme la juste valeur. Et cela sur la base d'une inflation de 2 à 2,5%. 1 à 2% sur le rendement réel, soit 4,5%. Il s'agit d'un investissement de type empirique. Certains diraient que la croissance nominale est similaire, c'est-à-dire qu'elle pourrait être de l'ordre 5%, mais nous nous situons dans cette fourchette. Il y a juste un peu plus de rebondissement qu'il n'y en a eu pendant un certain temps. Vendredi, nous aurons le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Rejoignez-nous pour entendre Eric. L'émission sera en ligne au cours du week-end. Et puis, il y aura les élections mardi prochain. Nous aurons probablement une idée très précise de ce qui sera le prochain président, qui contrôlera le Sénat et la Chambre des représentants. D'ici, je ne sais pas, 9 heures, tout sera terminé. Nous aurons une certitude totale. Oui, bon, ce sera peut-être un peu différent. Cela pourrait prendre un peu de temps. Je comprends que vous cherchez à être ironique. C'est ma vision optimiste du monde. Souvent ça marche, d'autres fois j'en souffre un peu. La semaine prochaine sera certainement intéressante. Ce sera une semaine intéressante et vous reviendrez mardi prochain. Pour ceux d'entre vous qui apprécient cette balado, nous aimerions que vous cliquiez sur « J'aime » ou « Je m'abonne ». Nous avons beaucoup de nouvelles personnes qui rejoignent l'émission et bien sûr le préféré de tous, le mardi de Stu. Vous ne voulez jamais manquer un mardi de Stu parce que vous bénéficiez de cette sagesse. Stu a toujours quelque chose d'intéressant à dire et, encore une fois, si vous nous écoutez cette émission chaque semaine, ainsi qu'Éric Lasselle et tous les différents invités que nous avons, continuez à aimer et à vous abonner. Donnez-nous une note de 5 étoiles. En dehors de nos parents, c'est probablement très rare, mais si de plus en plus de gens s'abonnent, alors ils seront plus nombreux que nos parents. Oui, nous n'avons même pas parlé des séries mondiales et de Freddie Freeman, le grand salami dont les 2 parents sont canadiens. On a déjà beaucoup de choses à se mettre sous la dent pour la semaine prochaine. Ah, je ne savais pas ça. Vous savez qui pourrait être la prochaine grande star canadienne du baseball? Le fils d'Éric Lasselle. Ah oui, c'est bien cela. Oui, c'est une star. Nous le verrons vendredi. Stu, merci beaucoup. C'était fantastique. Nous vous retrouverons la semaine prochaine. Très bien, merci Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification